Le nouveau monde n'est pas spécialement un lieu à atteindre. Il s'agit aussi d'une condition, d'une perfection d'un état divin manifesté à un certain niveau vibratoire. Voilà le moment que nous avions tant attendu et espéré depuis tant d'incarnations. Il vous est donc recommandé de demeurer centré dans votre cœur et de vous focaliser sur votre soi divin, votre magnifique « Je suis », sans défaillir au fil de tous les bouleversements, de toutes les purifications que doit subir la planète. Le monde nouveau que vous espériez, les maintes métamorphoses que vous avez tellement désirées, sont désormais imminentes. Il est impératif que vous renonciez à l'attachement à la situation passée, à la manière dont, à votre avis, devraient être les choses. Que vous laissiez aussi de côté vos anciennes idéologies, vos structures désuètes, obsolètes. La vie, telle que vous la connaissiez, est sur le point de changer radicalement, et ce, pour le meilleur. Il ne s'agit plus d'une éventualité future. C'est le moment. Bonjour et bienvenue tout le monde, merci de me retrouver dans ce 6e épisode de Le Nouveau Monde Selon. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai l'immense honneur de recevoir Thierry Casasnovas. Donc Thierry qui, vous le connaissez, est vraiment notre guide, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est compréhension du vivant, compréhension de la santé, dans le fait d'apporter du bon sens dans sa vie, point de vue de l'alimentation, mais il va aussi plus loin que ça, puisque c'est vraiment toute une philosophie de vie. Donc Thierry, merci déjà d'être présent, merci d'avoir répondu à l'appel. Avec grand plaisir, Eric. Bonjour à tout le monde. Et puis, je voulais te poser la première question que j'aime bien, parce que c'est un petit challenge. Tu vois, aujourd'hui, on peut te définir comme le maître du cru, le maître du vivant, l'enseignant. Ça peut être même pour certains la personne à abattre. Mais en fait, avant d'être une étiquette, avant d'être un métier, avant d'être tout ce par quoi on peut se définir en termes de communication avec les autres, on est généralement un être plus grand que ça. Et donc moi j'aimerais te proposer ce petit jeu, si tu veux bien, c'est de nous dire qui tu es sans ces étiquettes, on va dire. Qui je suis. Et c'est marrant parce qu'effectivement, parmi tous les qualificatifs que tu as utilisés, je dirais quand même que ça ne représente pas ce qui est vraiment au cœur de ma démarche. Moi, tu vois, il y a des mots qui viendraient d'abord, je suis papa, par exemple, tu vois, et la relation à mon fils est quelque chose qui est vraiment au centre de ma vie et qui est beaucoup plus au centre de ma vie, globalement, même que mon activité professionnelle, qui me passionne, le message du vivant et tout. Mais je suis papa, je suis aimant. C'est difficile de se définir. Je pourrais plus me définir par ce qui me passionne. Et ce qui me passionne, c'est effectivement c'est le vivant. Et c'est un amour du vivant, je dirais. Donc c'est l'amour des autres, l'amour de mes proches, ça c'est évident, l'amour de mon fils, l'amour. Je suis passionné par les enfants aussi. Je pense que vraiment d'ailleurs actuellement c'est marrant parce que de plus en plus je rêve de laisser doucement mon activité qui est plus liée à l'hygiénisme, au vitalisme, en tout cas de poser des bases et puis de laisser tourner elle-même et moi de m'investir plus dans des projets à destination des enfants parce que c'est vraiment avec eux que je m'éclate, quoi, que je trouve vraiment toute ma liberté, et ma créativité d'une certaine manière. Donc, ce que je suis quelqu'un qui à un moment donné de sa vie a été obligé de remettre en cause tout ce en quoi il croyait parce que j'étais mourant. Et donc, je peux même pas dire que j'ai du mérite, tu vois, j'ai pas une aspiration spirituelle qui m'a fait changer, c'est juste que j'étais en train de crever et que j'avais pas le choix, quoi, qu'il a fallu que je change et que ça a cassé en moi quelque chose. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu comme quand on se retrouve à un carrefour, j'ai d'un seul coup considéré un chemin que je n'avais jamais considéré et j'ai commencé à marcher sur ce chemin et en marchant, eh bien, les choses se sont faites petit à petit, sans trop de calcul. Tu me disais juste avant de commencer l'interview que tu écrivais pas tes interviews, que tu faisais pas, que tu projetais pas plus que ça et que tu laissais venir ce qui devait venir. Et moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de projection.
parce que je sais que nos projections mentales, elles se cachent toujours le nez sur la réalité, hein, et puis souvent on projette des tas de choses et puis finalement ça correspond pas du tout à ce qui était prévu pour nous. Donc je laisse venir les choses, j'essaye d'être le plus euh, attentif et sensible à la réalité autour de moi pour dans l'instant pouvoir adapter ma façon de faire à la réalité que je perçois. C'est-à-dire que je vais faire un choix et puis tout de suite, je vais essayer de voir comment le monde autour de moi réagit à ce choix, comment ça réagit à l'intérieur, comment ça réagit à l'extérieur, de manière à pouvoir réajuster si nécessaire. Et je dirais que l'une des choses aussi qui me qualifie, les gens qui sont avec moi le savent souvent, je suis capable de balancer tout en l'espace d'une seconde pour reprendre à zéro si je réalise que ce que j'ai fait n'était pas adapté. C'est-à-dire que vraiment pour moi, ce qui est vraiment important, après avoir eu tout un début de vie dans lequel j'ai l'impression que j'ai bâti des choses mais qui n'étaient pas du tout en accord avec la réalité, la vérité qui est autour de moi d'une certaine manière, là d'un seul coup, j'ai vraiment à cœur de coller à la réalité. C'est-à-dire que si d'un seul coup je me rends compte que je suis en train de m'éloigner, je suis capable de tout balancer. Mais on peut travailler 6 mois sur un projet avec l'équipe, par exemple. Si d'un seul coup il y a l'évidence que on balance tout, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce qui est vraiment important, c'est ça. Donc qui je suis maintenant, je suis quelqu'un qui essaye d'être bien avec son environnement, d'être le plus possible en harmonie avec son environnement, en sachant que c'est quand même le meilleur moyen que j'ai trouvé pour être heureux dans cette vie. C'est absolument beau ce que tu dis parce que ce que j'entends, c'est que, en effet, avant d'être toutes les étiquettes que j'ai citées, même l'étiquette de papa, parce que l'étiquette de papa, elle est venue quand tu as eu ton enfant. Et ce qui est beau, je trouve, c'est d'avoir été toujours dirigé par cette passion et d'avoir répondu à un moment donné à l'appel de la vie, à l'appel de ta vie, qui t'a dit, écoute, à un moment donné, là, tu déconnes, parce que, comme tu disais, tu étais mourant. Donc, si tu es mourant, c'est qu'à un moment donné, tu as déconné d'une certaine manière et que tu as répondu à l'appel de la vie. Et moi, je trouve ça très fort parce que tu parles de ça comme étant quelque chose de normal. J'étais mourant, j'ai fait ce qu'il fallait parce que ça me convenait plus. Moi, j'ai l'exemple, tu vois, de ma mère il y a 15 ans, qui était dans le même cas que toi et qui, d'une manière ou d'une autre, que ce soit un choix de personne ou un choix d'âme, a fait le choix plutôt de passer de l'autre côté. Ouais. Et donc, du coup, moi, je trouve ça formidable que même au bout du bout, tu aies eu ce sursaut de te dire, maintenant, je m'écoute, maintenant je retourne en harmonie avec mon environnement, maintenant je m'écoute moi, je me priorise et, et je vis en toute logique avec mon propre corps et en accord avec l'environnement. Et du coup, quand on voit un petit peu ton parcours, entre la maladie que tu as eue et puis bah aussi tout ce qui touche à ta vie médiatique, on va dire, euh, on peut se dire que tu vis des choses quand même qui sont très fortes, très puissantes, que tu dis que tu hésites pas à tout plaquer si jamais le projet ne va pas, si jamais c'est plus en accord, que tu fais un reset sur tout et que tu redémarres. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une force de caractère que peut-être tu as de manière innée, mais peut-être que tu travailles d'une certaine manière, parce que moi, je vois, j'ai des problèmes au quotidien qui sont loin d'être à la hauteur de ce que tu as, bien que je pense qu'on ne peut pas Oui. vraiment Il mettre n'y a sur pas de comparaison. souffrance. La souffrance est une souffrance, elle est ressentie très forte, même si on juge l'événement, mais peu importe. C'est que comment tu fais toi? Qu'est-ce que tu peux te dire? Qu'est-ce que tu as pu mettre en pratique dans ta vie ou dans ton comportement ou dans ta façon de réfléchir qui t'amène à te dire, OK, c'est pas grave, j'y vais, je vis l'instant, je crée quelque chose, je le recommence et ainsi de suite. Parce peut y avoir cette peur de l'insécurité, de l'échec, le doute et qu'est-ce qui se passe demain et j'ai mes enfants. Donc voilà, comment tu fais tout ça? Alors, comme tu le dis, je pense qu'il y a une part d'inné et puis il y a une part de construit. C'est toujours pareil. Parce que de façon innée, on m'a toujours dit, et ça c'est les gens qui me connaissent, entre guillemets, disaient toujours Thierry, il a un mental de boxeur. C'est-à-dire que globalement, c'est souvent ce que je dis à des amis, je dis écoutez, même si vous me voyez déprimé un soir, vous inquiétez pas, au petit matin, je vais me réveiller, je vais vous saouler parce que j'aurai 10 000 idées pour sortir de la situation qui me déprimait la veille au soir. Donc ça c'est plutôt on appelle ça un cadeau, une grâce, quelque chose que j'avais en moi. Alors c'est comme toujours, hein, on a tous dans notre boîte à outils, on a des outils qui sont abîmés, puis on a des outils de qualité. Donc j'ai des tas de choses qui fonctionnent pas en moi, et puis j'ai cet outil-là quand même qui m'a, tu vois, je veux dire, on peut pas avoir que du négatif. Donc ça, sur moi, c'est l'outil sur lequel je me pose, ce qui me permet de faire beaucoup d'erreurs parfois et de m'en sortir toujours parce que je me laisse pas abattre, je rebondis là-dessus. Après, c'est tout bête, les recettes, elles sont toutes
toutes bêtes. C'est des recettes d'hygiène physique et psychique assez simples. Mmh. Hygiène physique, moi je le dis souvent, mais mon hygiène de vie, pour moi actuellement, elle est absolument nécessaire pour pouvoir m'adapter et résister à la pression qu'il peut y avoir tout autour. Donc l'hygiène de vie, c'est mon alimentation. Moi, ça passe beaucoup par le renforcement. Je suis un fanat. Tu vois, tous les matins, par exemple, je pourrais pas me passer d'aller me baigner dans l'eau froide, ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment ça qui, au niveau du mental, me cale. Quoi. Tu vois, je veux dire, mon matin, c'est juste, je vais me mettre dans l'eau froide, je vais m'entraîner un peu physiquement, je vais taper un petit peu, et là, je me sens bien, je me sens pratique pour la journée. Donc ça, c'est alimentation, hygiène de vie physique, respiration, voilà, des choses très très classiques. Et puis après, c'est une hygiène de vie psychique, on va dire plutôt, avec là aussi des choses très très classiques, de la visualisation positive, de la prière, de la méditation. Donc une façon aussi tout de suite d'essayer de m'observer moi-même pour tout de suite arriver à voir quand mon mental part sur des chemins qui ne servent à rien. Tu vois, le chemin de la victimite, du pourquoi moi, du je vais jamais y arriver ou choses comme ça. Tout de suite arriver à m'interpeller moi-même, dire bon, là, de toute façon, ce chemin-là, il te mène nulle part. Donc t'arrêtes tout de suite. Ça sert à rien. C'est du temps perdu. Va plutôt te balader avec tes gamins ou choses comme ça. Si c'est pour passer ton temps à consacrer ton énergie mentale à ça, ça sert à rien. Et essaye plutôt de projeter des solutions, d'imaginer, de visualiser. Alors, en sachant que ça fait pas tout, hein, on dit toujours aide-toi et le ciel t'aidera. Donc oui, il y a ta partie à toi à faire, mais je pense que la disposition mentale dans laquelle on se place facilite les choses. C'est-à-dire, si tu pars battu d'avance, il y a peu de chances que tu y arrives. Si tu pars gagnant et si en plus tu t'en donnes les moyens physiquement, il y a beaucoup plus de chances que tu y arrives. Donc c'est ces deux choses-là qui font qu'au quotidien ça fonctionne. Et puis c'est aussi toujours pareil, la confrontation régulière à l'épreuve qui fait que tu te muscles. Si tu veux, je veux dire, ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Au début, les premières difficultés m'ont pas mal mis à mal. Mentalement et physiquement, et puis finalement j'ai survécu, j'ai pas craqué, donc je me suis renforcé, et puis petit à petit, tu vois, ça grimpe, et ça me permet de m'adapter, de résister à des choses plus difficiles. Voilà, donc il y a un entraînement progressif. D'accord. Alors, de ce que j'entends, en fait, tu une hygiène physique qui est quand même, de toute façon, ça c'est plus à démontrer puisque tu le partages depuis des années maintenant, mais que tu as quand même une hygiène physique et mentale qui est très forte, très puissante puisque tu travailles le renforcement, tu travailles l'hormèse. Donc peut-être on pourra dire un petit mot après sur l'hormèse parce que ceux qui te suivent connaissent, ceux qui me suivent peut-être pas forcément. J'en ai parlé un petit peu un temps pendant que je faisais de la naturopathie, mais j'ai pas trop développé non plus. Et hem et le truc, moi, de ce que j'entends à travers ton discours, c'est aussi que cette capacité mentale que tu as à pouvoir, rebondir, à ne pas te laisser abattre, moi, j'entends comme un lien, en fait. C'est-à-dire que par ton aptitude à travailler ta capacité physique, à te renforcer, j'ai l'impression que ta capacité à te renforcer mentalement aussi, émotionnellement, est plus forte puisque, tu as, développé cette faculté parce que, justement, de par, ta maladie de départ, tu as fait ce choix de volonté. Mais j'entends que pour toi, c'est presque facile de se dire: «Bah, écoute, là, tu es en train de broyer du noir, là, ça va pas, heu, relève-toi, pense autrement», quoi, tu vois? Si tu broies du noir, si tu es dans le négatif, si tu es dans: «Pourquoi moi? Je suis la victime et tout», toi, ça dure jamais très longtemps et j'ai l'impression quand même qu'il y a un lien entre les 2, entre le renforcement physique et le renforcement mental. Oui, ah bah, certainement, certainement. De toute façon, c'est vraiment là où on mesure que cette séparation qu'on fait entre dimension physique, dimension psychique, dimension spirituelle de l'individu, Mmh mh. elle n'existe pas. C'est-à-dire que je sais très bien que, et puis c'est une évidence pour tout le monde, si tu es fatigué physiquement, c'est beaucoup plus, tu te vas laisser beaucoup plus facilement entraîner par une négativité que si tu as bien dormi, que tu es reposé. Ça va pas tout faire, mais ça peut être un facteur améliorant ou un facteur minorant. Après, pour répondre à ce que tu dis, il faut aussi voir que, enfin, je veux pas jouer les vieux sages, hein, mais j'ai 47 ans bientôt. Je veux dire, voilà, je l'ai acquis à la dure pendant des années. C'est-à-dire que cette distanciation, il y a 10 ans de ça, je l'avais pas. Et puis, à force, toujours pareil, à force d'erreurs, à force de se prendre des claques par la vie, à force de se prendre des claques dans les relations humaines, bon, ben, il y a un moment, tu comprends, quoi. Enfin, en tout cas, il vaut mieux que tu comprennes parce que sinon tu reproduis encore et encore et encore toujours la même chose. Donc, oui, c'est à force d'erreurs, c'est toujours pareil, c'est comme toujours, hein, c'est dans l'erreur, dans le défaut de viser juste, quoi, qu'on se dit là il y a un problème quand même, ce que me renvoient les autres, ça doit pas être si faux que ça. Et donc à force d'accumulation, ben, tu remets en cause tes croyances, ton système de croyances, tes représentations de toi-même. Mais il est certain que tu sais, tout simplement, quand on veut voir le lien qu'il y a entre le physique et le mental, quand le matin
tu vas, ouais, par exemple, tu vois, je vais marcher, puis je vais me baigner dans j'ai un grand bassin, moi, qui est rempli d'eau. Mmh. Actuellement, l'eau, elle est à 8, 9 degrés. Bon, c'est pas hyper froid, mais c'est pas chaud non plus, quoi, tu vois. Et quand tu vas y descendre pour te baigner, euh, automatiquement, c'est un travail mental que tu fais. Parce que ton corps, il n'a pas envie d'y aller globalement. Tu vois, de l'eau à 9 degrés, ça attire rien dans ton corps. Enfin, je veux dire, ça va être un stress, ça va être une contrainte, ça va être un effort. Bon, moi, je sais que je projette après tout le bien que ça va me faire. J'adore sortir de l'eau, sentir ce dégagement d'énergie et tout. Mais là, à ce moment-là, il y a un énorme travail mental. C'est-à-dire qu'avec le mental, tu vas décider de faire quelque chose parce que tu sais que c'est bon pour toi et que tu te motives, tu te focalises sur cet objectif. Donc, c'est un travail physique qui découle sur un travail mental, sur un renforcement mental. Et c'est valable pour tout. Et ce lien entre physique et mental, il se perçoit à tous les niveaux, tout le temps. Je veux dire, quand quelqu'un me parle de santé, qui me dit, moi, je suis en parfaite santé, et que le gars, bon, il a des gros muscles, mais qu'à côté de ça, il est déprimé, il est sous antidépresseurs, je dis, non, t'es pas en santé. Parce que la santé, c'est un tout. C'est un tout. Tu peux pas être en santé et être déprimé. Tu peux pas être en santé et avoir un super mental et avoir un corps qui part en déliquescence. La santé, c'est un tout. Et on retrouve, tu vois, l'approche qui était plus chez les personnes dans la Grèce antique ou les choses comme ça, où ils cultivaient autant, c'était des gars, ils étaient philosophes, ils étaient poètes, ils étaient alchimistes, et puis ils Mmh. étaient culturistes, ils étaient sportifs. Tu te dis, les mecs, ils avaient tout pour eux, quoi, tu vois. Et ben oui, parce que c'était une globalité qui était développée. Et je pense que on ne peut arriver au plein développement psychique que si on a un vrai développement physique, et on ne peut arriver au plein développement physique que parce qu'on a un vrai développement psychique. Et que l'un sans l'autre, il y a un moment où ça coince. Ouais, c'est vrai que, du coup, c'est ce lien entre tout et je pense que c'est ce qui va nous amener à une certaine transition dans notre perception de la vie, du bonheur et ainsi de suite. Que, en fait, on peut pas juste s'astreindre à faire 1 heure de sport le matin, puis d'aller travailler que 10, 12 heures dans un environnement hyper stressant, en passant 3 heures dans le métro, en rentrant comme ça parce que on est hyper stressé de notre journée, on est en anticipation du week-end, le week-end on est en anticipation de la reprise, le soir il faut s'occuper des enfants, on est constamment baigné dans une ambiance de stress. Et c'est vrai que si tu te lèves le matin et même si tu fais ton yoga, même si tu fais, je sais pas, 1 heure de sport en salle ou quoi que ce soit, ou que tu fais des pompes ou même ne serait-ce qu'un exercice de respiration, en gros, ce que j'entends, c'est que ça, c'est pas vraiment suffisant. Enfin, on peut pas qualifier ça d'être en bonne santé parce qu'il n'y a pas juste d'apparition de symptômes physiques, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Alors déjà, c'est pas mal. Il vaut mieux faire ça que de ne Ouais, rien faire. On est d'accord. oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se cultive au quotidien et que de toute façon, c'est toujours une question d'équilibre entre des facteurs qui vont être des facteurs dégradants de la vie et des facteurs qui vont être des facteurs aggradants de la vie. On peut utiliser ce Mmh. terme. C'est toujours pareil, c'est une balance. Alors, si la balance elle est déséquilibrée pendant trop longtemps, eh ben, les facteurs de dégradation vont prendre le dessus et on va assister à une dégradation. Et ça, enfin, je veux dire, c'est juste du bon sens, quoi. Mmh. C'est l'évidence. Donc, il y a des facteurs dans notre vie qui détruisent la vie en nous, qui l'épuisent, qui la prennent d'une certaine manière. Il y a des facteurs qui la regarnissent, quoi. Et donc, l'équilibre de vie, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre les deux. Et c'est intéressant de le voir sous forme d'équilibre parce que ça permet de sortir d'une forme de dogmatisme. C'est-à-dire que c'est pas grave d'avoir un moment où tu as trop de contraintes. Si c'est compensé plus tard par un moment où vraiment tu vas regarnir ta balance, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est tout le temps, des mois et des années que tu es sous la contrainte permanente et que tu n'as pas ces temps de repos, de réintégration, bon, mais ça marche pas. Donc, ça permet d'avoir de la souplesse par rapport à son hygiène de vie. Ça veut dire que Mmh. moi, ce que je te décris là, c'est ce que je sais marcher bien pour moi. C'est ce que j'affectionne au quotidien. Ça ne veut pas dire que je vais y appliquer un rigorisme religieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a des matins, je me lève plus tard parce que j'ai passé du temps au lit, parce que j'ai joué avec mon gamin et tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est pas, je vais pas me faire, je vais pas me faire un mauvais sang à cause de ça. Mais je sais quand même que globalement, j'ai intérêt à maintenir ça sur le global parce que sinon, la balance, parce que comme à côté de ça, j'ai beaucoup de contraintes, bah, il faut arriver à rééquilibrer les deux. L'environnement dans lequel je vis participe aussi. C'est-à-dire que le fait de vivre dans un environnement que j'ai choisi, mais qui me correspond, un environnement naturel, tu vois, je suis Mmh. dans la montagne catalane, on est entouré de milliers d'hectares de forêt, enfin voilà, c'est un choix fort que j'ai posé. Ben, ça me permet aussi de compenser. Hein, donc ça, c'est un facteur positif qui va venir compenser aussi des facteurs plus négatifs liés à mon activité professionnelle, de stress, de pression, de dénigrement, des choses comme ça. Et l'un dans l'autre, ben, je vois l'évolution au fil des années et je trouve que l'évolution, elle est pas si mauvaise que ça. Ça veut dire quand même que j'arrive malgré tout à maintenir une balance dans laquelle les facteurs positifs supplantent les facteurs négatifs. D'accord. Donc ce que j'entends à travers ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, quoi qu'il se passe, c'est un choix, quoi. Que ce soit Oui, le choix de,
de se raccrocher au petit fil de vie qui reste pour ne pas passer de l'autre côté et puis retourner, que ce soit un choix de vivre ailleurs, que ce soit un choix de se renforcer physiquement et mentalement aussi, mais le choix de aussi de faire cet équilibre pour soi, quoi. C'est-à-dire à un moment donné, c'est le choix de moi d'abord avant le reste, quoi. C'est-à-dire que je dois me mettre dans les conditions adéquates pour pouvoir en fait, maintenant, anticiper, prévenir même ce qui pourrait se passer, sans être dans la peur de mourir, sans être dans la peur de l'attaque ou de quoi que ce soit, mais de prévenir en termes de prévention, comme la naturopathie ou ce dont tu parles, ce que tu partages sur les réseaux, c'est de la prévention de la santé avant tout pour éviter d'être malade, pour éviter d'être stressé, pour éviter d'être débordé par par tout notre environnement, pardon, qui est très la tempête extérieure, on pourrait dire, quoi. L'idée, c'est vraiment de faire le choix de moi d'abord et vaut mieux prévenir que guérir, quoi. C'est vrai que ça paraît bateau de le dire comme ça, mais c'est ça en gros que tu dis. Ouais, mais c'est juste ça, c'est juste ça. Et cette dimension du choix, elle est très très importante pour moi. D'ailleurs, c'est à peu près l'essentiel du message, c'est de faire réaliser aux personnes que malgré tout ce qu'ils voient autour d'eux, ils ont toujours le choix. On a Mmh. toujours le choix, même si on a mis en place des gros trucs qui nous semblent impossibles à bouger. L'impossibilité, la plupart du temps, réside dans nos systèmes de croyances. Mais on peut bouger les choses. Alors ça peut vouloir dire parfois remettre énormément de choses en cause. Ça peut vouloir dire parfois perdre beaucoup de choses, mais pour gagner aussi derrière ce qui est l'objet de notre choix. Donc c'est pas tant de dire aux gens vous devez faire ceci que plutôt donnez-vous l'autorisation de poser tout à plat et de considérer les choix que vous avez faits et de voir si ces choix vous correspondent toujours exactement. Et si c'est pas le cas, autorisez-vous à les changer. C'est plus cette dimension-là, moi, qui m'intéresse, plutôt que de dire aux gens, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, parce que c'est complètement impossible. Personne ne peut savoir ce qui est bon pour une personne en termes de chemin. Oui. Donc c'est impossible. Une épreuve peut être bienvenue pour une personne. Peut-être on va tout faire pour lui éviter cette épreuve, et en fait cette épreuve était vraiment nécessaire pour lui faire comprendre quelque chose et la faire passer à un autre stade d'évolution. Donc il s'agit pas de décider pour l'autre les étapes qu'il va choisir, plutôt de lui dire tu peux le remettre en cause. Tu peux le remettre en cause, tu peux poser, il y a d'autres solutions envisagées, et si ce que tu vis actuellement ne te convient pas, alors il y a tout lieu de changer. Parce que si tu changes pas, ben ça va pas changer. Donc, c'est du banal au possible, quoi. Mais pourtant, c'est l'essentiel, je pense, d'un chemin de vie. C'est de dire voilà, si ça te convient, tu continues. Si ça te convient pas, tu remets en cause. Bah, ça pour moi, c'est du bon sens aussi parce que, je suis aussi passé par des étapes qui étaient pas très, très drôles dans ma vie et voilà, qui m'ont amené à me poser ces questions, à réfléchir là-dessus. Mais avant, quand, je me souviens, j'avais ma meilleure amie qui me disait: «Mais tu penses que ça peut être possible? Tu penses que changer comme ça peut être possible? Tu penses que ce qui t'arrive arrivera tout le temps? Ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu peux faire quelque chose?» Et pendant des années, je lui ai répondu: «Bah non, c'est comme ça. En termes de santé, c'est l'héritage de mes parents. En termes de vie, bah, tu comprends, j'ai tel métier qui me rapporte tel argent, qui me permet de subvenir à mes besoins parce que, bah, tout mon cadre de vie était calculé par rapport au boulot que j'avais et aux Oui. revenus que j'avais». Et c'est vrai que maintenant que j'ai compris que faire un choix, c'est capital, que de dire que j'ai pas le choix parce que c'est comme ça, c'est déjà un choix à part Oui, entière de se tout dire à qu'on fait. a pas le choix. Et je t'entendais tout à l'heure aussi dire, à un moment donné, je l'ai appris à la dure tout ça, je suis passé par des étapes de souffrance, très grosses pour pouvoir me bouger. Moi aussi, ça a été mon cas. J'ai passé par des étapes de souffrance pour bouger. Mais est-ce qu'aujourd'hui, où on arrive dans une nouvelle ère où la Terre s'élève en termes de vibration, en termes de prise de conscience, de par justement cette capacité d'accéder à l'information de manière massive, de pouvoir se prioriser soi, plutôt que d'être obligé de maintenir un foyer, d'aller se sacrifier pour les enfants ou pour la société. Est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de passer par la souffrance? Et est-ce qu'on pourrait pas, alors je sais que la question est déjà très orientée, mais est-ce qu'on pourrait pas juste décider d'y aller, quoi? Peut-être. Après, Mmh. déjà, tu vois, je voudrais vraiment faire un distinguo entre souffrance et douleur. Parce Ouais. que ça, c'est vraiment un distinguo qui est vraiment très important parce que d'un point de vue biologique, la douleur est vraiment le signal qui nous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation. C'est le signal Mmh. d'alarme en tant que tel. La souffrance, c'est toute l'émotionnel, le psychisme qu'on va mettre sur cette douleur, d'accord. Mmh. Donc, en ce sens-là, je pense que la souffrance n'est pas nécessaire parce que la souffrance, c'est vraiment rajouter une couche de couche sur quelque chose qui est simplement un signal. Parce que, en fait, si tu veux, par rapport à la douleur, c'est un signal, il doit juste arriver à un moment,
il nous dit, pim, il faut changer. Toi, normalement, si tout se passe bien, tu changes et il s'arrête immédiatement. Donc, en tant que tel, il n'est pas un problème. C'est juste, je disais, c'est la jauge d'essence sur ta voiture qui s'allume. Bon, elle s'allume, elle te dit, il faut aller à la station-service. Elle ne devient horripilante que parce que tu ne veux pas en tenir compte. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle va clignoter ou le signal, par exemple, sur ta ceinture, t'as pas mis ta ceinture, donc ça bip, ça commence à te casser les oreilles, simplement parce que t'as pas mis ta ceinture. Donc, pour moi, la douleur n'est pas un problème et je pense que, en tout cas, sur le plan biologique, la douleur est vraiment inscrite dans notre fonctionnement. La douleur est là juste pour nous faire avancer. Par contre, la douleur, elle est là pour être vraiment très ponctuelle. C'est juste un petit signal, clac, et on bouge. Par contre, la souffrance, je pense que la souffrance arrive à partir du moment où on n'interprète pas de manière adéquate la douleur. Donc, on ne sait pas quoi en faire de cette douleur. On se sent impuissant, on se sent prisonnier, on est prisonnier de nos systèmes de croyances. Et donc là, on rentre dans la souffrance parce que finalement, on se dit, j'ai un signal qui m'indique que quelque chose ne va pas et en même temps, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et là, ça devient la souffrance. Donc, je ne pense pas que la souffrance soit inéluctable. Parce que je pense qu'on peut rentrer vraiment dans un système dans lequel, dès qu'on perçoit un petit signal qui nous dit bon, il faut évoluer, on évolue. Par contre, je pense que la douleur n'est pas un problème en tant que tel sur le plan physique. Et même sur le plan psychique, tu vois, souvent je fais le distinguo, je dis aux gens, voilà, par exemple, tu mènes une action, tu discutes avec quelqu'un, puis d'un seul coup, tu te rends compte que ton comportement vis-à-vis de cette personne a été inadéquat. Tu réalises vraiment que tu lui as fait une crasse, entre guillemets, sans le vouloir ou quoi que ce soit. Avoir un petit moment de tristesse, tu vois, ponctuel, qui est ce moment de retour sur soi où tu intègres la douleur de l'autre d'une certaine manière pour te permettre d'évoluer, moi, je trouve ça plutôt favorable comme mouvement, tu vois, c'est un mouvement d'empathie et de compassion. Mais ça ne doit pas durer longtemps. C'est-à-dire, ce qui doit se faire, c'est, hop, tu ressens cette douleur et immédiatement, tu vas aller voir l'autre, tu vas dire, écoute, je suis désolé, je me suis comporté comme ça, je te demande pardon et tout. Ça doit conduire à de l'action. Le problème de la souffrance, elle vient à partir du moment où tu ne poses pas une action derrière. C'est-à-dire, tu restes bloqué là-dedans, tu restes bloqué dans une victimite, tu restes bloqué dans, oui, on m'a fait ça, oui, voilà. Et ça, c'est là où ça commence à devenir de la souffrance. Mais si tu passes à l'action, tu sais, moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, il y a le soleil qui est en train de varier, là, qui est en train de passer derrière les arbres, qui va revenir. Mais il y a un terme que j'aime beaucoup qui est le terme de repentance, qui est un terme qui est très connoté spirituellement parlant, mais qui en même temps est un terme très fort parce que repentance, ça veut dire changer de pente, changer de direction. C'est-à-dire que réaliser quelque chose, c'est bien, mais si tu ne changes pas tes actes, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit se concrétiser. C'est-à-dire quelqu'un qui me dit Thierry, excuse-moi, oui, mais qu'est-ce que tu poses comme acte qui me prouve que ça ne va pas recommencer? Parce que sinon, moi, dans la relation, je me sens pas en sécurité. Donc, pour moi, la souffrance, elle vient à partir du moment où on n'arrive pas, pour une raison X ou Y, à poser des actes de transformation, à poser des actions qui vont nous permettre de changer les choses. Ça, c'est la souffrance pour moi. Donc, je ne pense pas que la souffrance soit nécessaire. Je pense par contre que le petit pic de douleur, de tristesse, ça, c'est juste le truc qui va te mettre en mouvement. Donc, je sais pas si ça peut ne pas y être. Après, t'as des gens qui évoluent spontanément, sans aucune douleur, juste comme t'as des gens qui changent leur alimentation avant d'être malades ou quoi que ce soit. Il y en a, ça arrive. Moi, j'ai rencontré particulièrement des personnes jeunes qui me disent, voilà, moi, j'ai saisi le message alors que j'étais en pleine santé, mais ça m'a paru évident et j'ai choisi d'évoluer. Génial pour eux, tant mieux. Et ils s'éviteront énormément de douleurs, voire de souffrances. Donc ça, c'est vraiment super. Je sais pas si ça peut devenir la norme. J'ai aucune idée de ça. Aucune idée. Par contre, ce que je sais, c'est que ce qui peut devenir la norme, c'est d'apprendre à interpréter de manière beaucoup plus exacte le premier petit signe de douleur et donc éviter la case souffrance. Parce que si on te dit, hop, cette douleur, elle t'indique ça, tout de suite, toi, tu vas te mettre en mouvement. Et si tu te mets en mouvement, il y a plus de souffrance. Ce qui nous fait souffrir aussi, c'est ce qu'on appelle l'inhibition de l'action, c'est-à-dire se sentir paralysé et pris dans une situation dans laquelle on a l'impression de n'avoir aucun pouvoir. À partir du moment où tu as du pouvoir, ça change tout. Moi, je vois des gens, par exemple, tu vois, qui sont dans des situations de santé assez dégradées, avec des maladies assez lourdes, tu vois, et ils me disent, à partir du moment où je me suis dit, mais je peux faire quelque chose, je peux changer mon alimentation, leur état dans l'instant ne change pas, c'est-à-dire qu'ils sont toujours aussi souffrants. Par contre, la sensation qu'ils sont en train de faire quelque chose qui va les aider dans le futur, c'est-à-dire de reprendre la responsabilité, mentalement parlant, ça leur change la vie. C'est-à-dire que la souffrance, elle disparaît. Donc, c'est à ce niveau-là que ça peut peut-être se jouer. D'accord. Donc là, si j'entends bien, en fait, l'idée, c'est qu'il y a vraiment une distinction douleur-souffrance. Et c'est vrai que la douleur, donc, comme tu dis, c'est ce petit pic qui va t'amener à bouger, ce déclic même qui peut t'amener à bouger. Et la souffrance, c'est quand tu ne bouges pas, finalement, que tu attaches un genre de lien fort émotionnel qui va, en fait, permettre à cette douleur de durer dans le temps.
Oui, tout en te oui. déresponsabilisant et qui va faire que bah, c'est là où ça devient problématique et puis c'est là où en fait on s'enferme et que on ne peut plus agir sainement quoi. Oui, bah, tu sais, l'exemple type, c'est comme je te disais, tu fais une crasse à quelqu'un, Mmh. tu as une douleur intérieure qui arrive, bon, tu réalises qu'il y a un problème, tu as 2 chemins. C'est soit tu vas voir la personne, tu lui demandes pardon, tu changes tes actes, tu lui proposes réparation, soit tu rentres dans la culpabilité. La culpabilité, c'est la souffrance et la culpabilité ne sert à rien. C'est-à-dire que si tu as fait une connerie, culpabiliser ne va rien changer à la situation. Au contraire, tu Mmh. t'enfermes dedans, tu vois? Ouais. Donc c'est cette culpabilité qui est la souffrance. C'est une erreur d'aiguillage quelque part et qui te laisse dans l'impuissance. C'est-à-dire que si tu as une action qui est pas juste vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, la seule chose à faire, c'est d'aller corriger. C'est d'aller corriger. Et en corrigeant, ben, c'est comme s'il y avait une espèce de stase, tu vois, et cette stase, ben, tu l'envoies valser, quoi. Il y a plus de blocage, tu as défait tous les nœuds et c'est parti. Le flot de Ouais. vie continue en toi et il n'y a plus aucun problème. Donc Mmh. c'est juste à ce niveau-là que ça se joue. Je pense que c'est vraiment une question d'erreur d'aiguillage, quoi. D'accord. Et tu disais justement tout à l'heure que, il y avait certaines personnes qui venaient te voir en te disant: «Bah, voilà, moi je vais bien, mais j'ai envie d'éviter d'aller mal, donc voilà, je suis tes conseils ou je te demande des conseils, par rapport à la logique du vivant, par rapport à la logique de rester en harmonie avec tout ce qu'on est, sur tous les plans». Ça m'amène un petit peu aussi à la thématique d'aujourd'hui, de parler de nouveau monde et de ta vision du nouveau monde. C'est-à-dire que, hem on est passé par des étapes de douleur, de souffrance, on est passé par, des choses qui sont pas évidentes à vivre, que ce soit en termes physiques ou en termes de psycho-émotionnel et comment aujourd'hui on pourrait, effectuer la transition ou construire le nouveau monde? En tout cas, quelle est ta vision à toi de ce cheminement vers des nouvelles normes, vers des nouveaux paradigmes? Et c'est une question très, très vaste. Ouais, Heu et donc ça va évidemment être une réponse qui est orientée aussi de par mon regard à moi spécifiquement. bien sûr. Si tu veux, moi pour moi vraiment le le saut à faire, vraiment le déclic à avoir, il tient au fait que j'ai l'impression, tu vois, c'est ma perception, que le monde dans lequel on vit actuellement est un monde qui a été construit, heu, très, mentalement, à partir d'un outil qu'on appelle le mental, l'intellect rationnel, qui est un outil très puissant, mais qui est un outil qui, s'il est laissé à lui-même, part dans des directions qui sont complètement en décalage par rapport à la réalité. Mmh. Et je pense qu'actuellement, nous souffrons parce que nous avons été amenés sur un chemin, intellectuellement, rationnellement parlant, et que ce chemin, il est très, très éloigné de ce qui est la réalité et les besoins vitaux des organismes vivants et de tout l'écosystème dans lequel nous vivons. Mmh. Et pour moi, le nouveau monde, c'est d'abord un monde dans lequel on apprend à observer et comprendre. Comprendre tout, tout le vivant autour de nous. Moi, j'utiliserai un mot qui là aussi est connoté, mais moi qui me parle bien de la création qui est autour de nous. Et Mmh. d'abord, avec humilité, à se dire, OK, avant de réfléchir, avant de projeter, avant d'intellectualiser, avant de rationaliser, je regarde et je comprends comment fonctionne le vivant, le milieu autour de moi, la création autour de moi, la réalité autour de moi. Et à partir de cette connaissance, dans l'espace de liberté qui se situe dans la compréhension de ce vivant, je vais pouvoir, moi, louvoyer et me placer à ma juste place. Le nouveau monde, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a construit un monde qui est un monde, pour moi, chimérique, qui est fait de construction mentale, mais qui ne colle pas du tout avec la réalité. Et ce décalage par rapport à la réalité, ça fait que ben, on souffre de douleurs physiques, de maux physiques, de maladies et ainsi de suite. L'écosystème se meurt, enfin, les ressources se meurent et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus du tout en phase avec la réalité et que actuellement la réalité nous rattrape. Mmh. C'est-à-dire que la réalité nous rattrape en se rappelant à nous. Alors on te parle de ces pandémies, virus, bactéries et ainsi de suite. On parle de l'état psychique des personnes dans les pays occidentaux, dans lequel le taux de suicide, de dépression est colossal. Mais tout ça, ce sont des signaux qui nous disent, mais l'écart qu'il y a entre le monde intellectuel que vous vous êtes construit, dans lequel vous vivez, qui est une virtualité d'une certaine manière, et la réalité du monde vivant, il est trop grand. Et la tension qu'il y a entre les deux, c'est comme un élastique. C'est-à-dire un élastique, au début, tu tires dessus, il se tend, mais ça tient. Mais au bout d'un moment, si tu tends trop, il casse. Et là, l'élastique, il est en train de se fendre. Il est en train de nous dire, là, la distanciation entre les deux, elle est trop importante. Le nouveau monde, c'est simplement d'un seul coup d'arrêter de tendre cet élastique et de laisser le mouvement naturel de l'élastique nous ramener doucement à la réalité. Et je veux dire,
s'insérer avec humilité, parce que ce terme m'importe beaucoup, tu vois, humilité, c'est mettre le genou à terre, quoi, d'une certaine manière, hein, tu vois. Ouais. Rentrer avec humilité dans la connaissance du vivant et de notre environnement, des besoins vitaux des individus, et accepter d'évoluer là-dedans. C'est-à-dire que on a cru longtemps, il me semble, que la liberté, c'est le droit de faire ce que l'on veut, absolument ce que l'on veut, en dépit de toutes les lois naturelles. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Je construis des gratte-ciels gigantesques, je pille toutes les ressources naturelles pour produire du pétrole et pour consommer toutes les ressources qui ont été construites pendant des millions d'années en 100 ans. Voilà, on dit je veux, je peux. Ça c'est vraiment le mental humain dans toute son arrogance. Et le nouveau monde, pour moi, c'est un monde dans lequel on réalise que notre liberté, c'est d'abord de dire oui à la réalité. C'est de dire oui à ce qui est réellement et de constater que, ok, on peut partir dans des délires avec notre mental, ok, mais il n'empêche que le modèle naturel est alors, le mot là aussi est très chargé, mais pour moi, il est parfait dans son fonctionnement. C'est-à-dire que le modèle, parce que en fait, c'est lui qui nous a construit. C'est-à-dire que c'est impossible d'imaginer se dissocier de ce qui nous constitue le fonctionnement réel du corps humain, le fonctionnement réel des écosystèmes. Donc, réaliser que c'est parfait parce que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre modèle possible. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'une cellule fonctionne. C'est comme ça que les relations entre les individus fonctionnent. C'est comme ça que les flux d'énergie dans les écosystèmes fonctionnent. Et ça ne fonctionnera jamais autrement. Donc, à part dire oui à ça, c'est de la folie. Et notre monde, c'est un monde dans lequel on dit non. On dit non à tout. On dit non à la température, on dit non. Donc on dit non à la température, donc on essaye de modifier le climat, on essaye de faire de la géo-ingénierie pour essayer de tout manœuvrer, mais chaque fois, c'est une espèce de course en avant délirante dans lequel notre mauvaise solution engendre de nouveaux problèmes pour lesquels il va falloir développer de nouvelles mauvaises solutions, et puis ça va de pire en pire. Et pour moi, le chaos dans lequel on vit actuellement, qui est un chaos social, psychique, un chaos physiologique aussi, enfin, à tous les niveaux, je dirais, la création, elle agonise, quoi, par certains côtés, quoi, tu vois. Et ce chaos, il est simplement lié au fait qu'à un moment, on s'est pas arrêté en disant, ok, attends, c'est bien joli ton idée, mais est-ce que ça colle avec la réalité? Tu vois? Par exemple, à un moment, j'avais une idée parce que moi, je suis passionné par une science qui s'appelle la permaculture. Et la permaculture, c'est une science de l'étude des écosystèmes. Mais dans cette science, on peut tout faire, on peut tout imaginer. Par contre, il y a 3 principes qui sont absolument incontournables. C'est-à-dire que si une idée ne respecte pas ces 3 principes, on la rejette. Et ça, c'est un truc. Et ces 3 principes, c'est simple, c'est respect des êtres vivants, respect de l'humain et libre partage des ressources et partage égalitaire des ressources. Et je me disais, mais si toutes nos décisions, y compris politiques, elles étaient assujetties à ça, c'est-à-dire qu'on réfléchit à un sujet, puis à un moment on se dit bon, ok, on est d'accord sur ce truc-là, ok, maintenant il reste un dernier critère. Est-ce que ça respecte le vivant sous toutes ses formes? Oui, non. Et si c'est non, on dégage. On ne l'accepte pas parce que si ça ne respecte pas le vivant, ça va conduire tôt ou tard à la catastrophe. À la catastrophe pour nous, pour toutes les autres espèces vivantes. Donc oui, tu vois, et si on avait comme ça on parle d'éthique, tu vois, si on avait une éthique forte, des principes et une éthique forte qui nous disent tout est possible, on peut tout imaginer, à condition de respecter ces principes et ces éthiques qui sont essentiels parce que c'est la base de la vie. C'est-à-dire que enfin, tout dépend quel est notre but, mais moi j'ai pas envie de construire un monde pour des machines, j'ai envie de construire un monde pour du vivant. Donc obligatoirement, il faut que toutes mes décisions, ou autant que faire se peut, eh bien elles soient en accord avec les besoins du vivant. Et c'est ça le problème, c'est qu'actuellement on n'a pas mis ces critères-là. Donc on est parti, on a développé des bagnoles, des choses comme ça. Bon, c'est très joli, mais on aurait pu choisir de développer autre chose, autrement, d'autres modèles de développement de la civilisation. Et le problème, c'est que quand tu dis ça, la plupart du temps, les gens disent ah ouais, mais moi tu veux retourner à l'âge des cavernes, tu veux retrouver dans ta grotte avec ta massue et tout. Et ça, c'est ridicule, c'est une caricature. C'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses et développer même, y compris une économie et ainsi de suite, mais au service du vivant. Tu vois, je termine avec ça parce que c'est vraiment un truc qui me passionne et après je suis un peu enflammé. Et souvent, c'est ce que je dis à titre de provocation. Je dis aux gens, écoutez, on a actuellement, par exemple, un système médical qui est indexé, qui crée de la valeur sur la maladie. C'est-à-dire, ce qui rapporte de l'argent, c'est le traitement de la maladie. D'accord? Vous ne pouvez pas espérer avoir un monde de santé dans un système qui s'enrichit sur la maladie. Le seul moyen, c'est de créer un système qui crée de la valeur sur la santé, qui crée de l'argent sur la santé, qui crée de la richesse sur la santé.
Et c'est ça le paradigme à faire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est notre point de focalisation? C'est la maladie, la douleur, la souffrance, ou c'est la santé? Si l'objectif, ça va être de donner la santé aux gens, on réoriente complètement notre économie, y compris, parce que souvent on dit oui, mais alors le nouveau monde, on pourra plus avoir, il y aura plus d'échanges comme il y a maintenant. Non, non, on peut réorienter les choses complètement. On peut garder même, y compris un développement technologique, mais un développement technologique qui ne supplante pas le respect du vivant. C'est-à-dire un développement technologique qui est quelque part en dessous, c'est-à-dire qui vérifie avec humilité, c'est-à-dire est-ce que ce développement technologique qui respecte le vivant? Si oui, c'est bon, on l'accepte, c'est bon. Et ça veut pas dire qu'on va retourner à l'âge des cavernes. Tu vois, c'est une espèce de caricature simpliste qui en fait qui est du déni de discours. C'est-à-dire ça permet de couper clos, enfin de terminer tout débat, quoi. On te dit ah ouais non mais vous voulez retourner à l'âge des cavernes. Non mais c'est bon quoi, arrêtez de nous prendre pour les jambons. Il y a un moment où on peut vouloir un autre modèle de développement. Pour moi, le problème, c'est le développement, la croissance, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, là, il faut de la décroissance. En fait, je suis pas d'accord, parce que le vivant croît en permanence. Par contre, il faut de la croissance du vivant. Parce que on te dit oui, il faut arrêter la croissance. Mais moi, j'ai envie de faire croître l'amour, j'ai envie de faire croître les liens, j'ai envie de faire croître le bien-être, Donc, c'est juste que actuellement, on fait croître les disparités sociales, la pauvreté, la famine, la souffrance psychique. C'est ça qui croît. Donc, il suffit de faire croître autre chose. C'est ça la problématique. Et donc, le nouveau monde, c'est un nouveau monde dans lequel d'un seul coup, on dit ok, on met le curseur sur la croissance de ce qui est important pour nous. On réindexe tout notre modèle économique pour ne pas avoir une assurance maladie, mais une assurance santé, dans lequel les gens reçoivent des subventions pour prendre soin d'eux-mêmes, pour aller se faire masser, pour aller se détendre, voilà, dans lequel finalement le vivant et le respect du vivant est au centre de nos préoccupations. Tu vois, c'est le pilier central, et à partir de ce pilier central, tout est possible, mais uniquement parce qu'on est relié à ce pilier. C'est-à-dire que toute décision doit être en conformité avec ce pilier qui est respect du vivant, de la réalité, du monde tel qu'il est construit. Écoute, c'est passionnant de t'écouter et justement, ne te retiens pas parce que c'est vraiment pour ça qu'on est là aujourd'hui, que tu puisses vraiment avoir cet espace pour développer ta pensée, ton raisonnement. Et c'est vrai que bah là, j'ai envie de dire, tu prêches un convaincu puisque moi, je suis exactement dans cette dynamique-là aussi, où où je m'aperçois que, tu vois, moi, j'ai même pas envie de manifester ou de combattre en disant c'est pas normal ce qu'on nous fait, blablabla, parce que aujourd'hui, comme tu dis, le modèle de société qu'on a construit, il est bâti sur un fonctionnement qui est complètement illogique, qui fait qu'aujourd'hui, on vit à crédit en termes de ressources par rapport à l'environnement, sous prétexte de croître en termes de possession de biens, d'argent, et en plus pour une minorité. C'est-à-dire qu'on respecte même pas, à la limite, ce serait pour tout le monde, ok, mais c'est même pas pour tout le monde. Non, c'est pour une minorité. Et du coup, bah, j'aime beaucoup cette logique où chaque choix devrait respecter le vivant. Et c'est, je sais pas si tu connais Omram Mikhail Ivanov. Très bien. Oui. Voilà. Et ben, j'aime beaucoup ça parce que j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ce que tu as dit au tout départ de cette question, c'est on prend un temps, on se pose et on observe comment fonctionne la nature, quoi. On observe comment fonctionne le vivant parce que toutes les réponses sont là, que ce soit dans le fonctionnement de notre cellule ou de la galaxie entière. Ben, en passant par toutes les échelles intermédiaires, tout est déjà là et il suffit d'observer en fait. Il y a quelque chose que, comme tu dis, qu'on fait avec notre mental, c'est de croire que parce que l'humain est intelligent entre guillemets, puisqu'il a créé des choses, il a construit des choses à partir de rien, j'ai envie de dire, enfin à partir des ressources qui quand même étaient là fournies par la Terre, mais à partir de rien, il a créé des choses, il s'est dit j'ai tout compris à la vie, j'ai tout compris, je vais tout bâtir, je vais tout recommencer, et enfin pas je vais tout recommencer, mais c'est moi qui ai la science et la nature est à mon service, alors que tant qu'on pense que la nature est à notre service, ben on va aller droit dans le mur, quoi. L'idée, c'est ce que tu dis, c'est de retourner sur ce pilier de est-ce que ça respecte l'humain? Oui. Est-ce que ça respecte le vivant? Est-ce que ça respecte l'environnement? Je me souviens plus du troisième, mais c'était. Oui, c'est le partage des ressources et tout. Oui. Voilà, parce qu'on partage et on partage, mais entre humains, mais entre toute entité qui existe. Parce Exactement. Pas tout l'écosystème. Si les arbres ne sont pas là, on n'a pas d'oxygène. Si il y a plus ces fonds de pétrole, et ben on crée le déséquilibre dans le fonctionnement de la nourriture des sols et ainsi de suite. Donc dans tous les cas, si on partage pas entre humains et avec la nature, on va droit dans le mur, quoi. Et la question que je me pose, c'est que de manière globale, j'entends les nouveaux paradigmes dont tu me parles et qui sont logiques de mettre en place, je suis complètement d'accord. Maintenant, je parle pour l'individu qui va regarder cette vidéo.
comment l'individu qui regarde la vidéo pourrait se dire: je comprends le discours de Thierry, je comprends toutes ces normes, et comment je fais moi dans ma vie? Alors je sais qu'il n'y a pas de recette magique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des, des petits tips, comment tu disais, des principes à appliquer à l'échelle individuelle pour pouvoir construire ça à l'échelle mondiale, en fait? Oui, alors tu as dit tout à l'heure quelque chose avec lequel je résonne complètement. Tu as dit, voilà, Ouais. moi, j'ai arrêté de manifester, j'ai arrêté d'aller réclamer, et je pense que ça, c'est le début. C'est-à-dire que Mmh. consacrer de l'énergie à demander à un système entièrement sclérosé et faux d'évoluer progressivement, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que Mmh. je ne vais pas réclamer, d'ailleurs, à un système qui ne peut pas fonctionner parce que on a construit des systèmes extrêmement pyramidaux, dans lequel finalement une grande masse d'individus est assujettie au pouvoir d'une minorité. Et ça, dans le modèle naturel, ça n'existe pas. Dans le modèle naturel, qu'est-ce qu'on a? On a des unités indépendantes qui sont en relation les unes avec les autres. D'ailleurs, on mesure la santé d'un organisme au nombre de liens qu'il a avec les autres organismes indépendants. Donc, un système pyramidal, là encore, c'est une construction mentale, malade. Pour moi, c'est un reflet d'une névrose, d'une certaine manière, qui ne correspond rien à la réalité. Donc, essayer, tout en restant dans ce système pyramidal, d'aller grignoter, d'aller réclamer, d'aller pleurnicher à papa-maman pour qu'ils nous donnent un petit avantage de ci, de là, pour moi, c'est perdu d'avance. Et l'avantage, c'est que quand on est face à ce gros système, on se dit, punaise, mais comment moi, je peux changer ce gros système? Mais en fait, la réponse, elle est simple pour moi, c'est qu'il n'y a pas à changer ce gros système. Ce gros système ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est des petits systèmes en relation avec les uns avec les autres. Donc pour moi, la solution, c'est arrêter de garder notre imaginaire focalisé sur ces gros systèmes, arrêter de vouloir croire qu'il va falloir changer toute la politique française pour arriver à quelque chose. Non, commencer à recréer des petites unités, bâtir des liens entre ces différentes unités et que le nouveau monde, il advienne là, maintenant. Mmh. Donc ça, c'est relativement simple. Et c'est là où c'est magnifique parce que au départ, tu te dis, punaise, mais tu vois, souvent la phrase que j'entends, c'est « ils ont décidé ». Ils ont décidé ça pour nous. Et puis toi, tu es là, tu te dis, mais de toute façon, ils ont décidé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, je suis impuissant, je suis tout seul et tout ce que tu veux. Oui, bien sûr, parce que tu restes dans leur système. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu allais jouer sur leur terrain de jeu. Et moi, je dis, non, non, il suffit juste de sortir de leur terrain de jeu. C'est-à-dire, sortir de leur terrain de jeu, c'est refuser de fonctionner suivant ce fonctionnement-là et commencer enfin à reconstruire des petits groupes humains, des petites unités de personnes qui se rejoignent sur des projets et des besoins qu'ils ont en commun et bâtir un maximum de liens avec d'autres personnes qui sont pas exactement similaires. Comme dans le corps, tu n'as pas deux cellules qui soient similaires. Par contre, elles partagent des besoins et elles échangent tout ce qu'elles peuvent échanger. Et je pense que le monde à venir, le monde de demain, est un monde de l'horizontalité, un monde de la mise en réseau, un monde du lien, un monde de l'échange. C'est pour ça que des fois, les gens me disent « Ouais, non, mais alors si on change de monde, il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus d'échange. » Au contraire, je crois qu'il va y en avoir 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus d'échanges. Mais à partir de petites unités humaines construites et dans lequel on peut réellement exercer son autorité. Parce que si tu veux, si tu es dans des groupes humains de 30, 40, 50 personnes, c'est pas très compliqué de prendre des décisions, de tous discuter, d'entendre le point de vue de tout le monde. Quand tu es dans des groupes humains de 5 milliards de personnes, ou même de 50 millions de personnes comme en France, qu'est-ce que tu veux faire? Tout ce que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle la démocratie délégative, qui en fait n'a rien à voir avec de la démocratie. Je veux dire, c'est du foutage de gueule organisé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, t'as des mecs qui viennent, qui se mettent sur une tribune, qui gueulent très fort en mettant la musique de Rocky, tu vois, pour te galvaniser un petit peu, qui veulent juste ton vote, et une fois qu'ils ont ton vote, enfin, je veux dire, ça paraît un truisme de dire ça, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas de la démocratie, c'est de la poudre aux yeux, c'est même une façon de nous hypnotiser complètement. Donc, la vraie, le pouvoir de chacun, il ne peut s'exprimer que dans des petites organisations. Tu vois. Donc pour moi, comment est-ce que quelqu'un change? Eh ben simplement, il s'oriente vers ça. Et s'orienter vers ça, c'est pas très compliqué parce que ça peut se faire dans n'importe quel milieu. Parce que ça peut se faire à l'échelle, si tu habites en ville, à l'échelle d'un immeuble. Ça peut se faire en partant à la campagne, en s'installant dans un petit village et puis recréer du collectif dans ce petit village. Et puis doucement de se dire, ben tu vois, à l'échelle d'un village, c'est quoi nos priorités pour nous? Tu vois, moi je fais partie d'un village, par exemple, dans lequel je suis conseiller municipal, un tout petit village où il y a une cinquantaine de personnes. Et la nouvelle équipe, par exemple, a posé comme priorité à un moment, enfin comme rêve de l'équipe, un jour, d'avoir un verger municipal pour que tout le monde puisse avoir accès à des fruits en quantité gratuitement. C'est-à-dire que d'un seul coup, on dit, on met nos ressources pour planter des arbres, pour payer quelqu'un pour les entretenir, et c'est notre choix, nous, en termes de collectivité, parce que c'est la chose qui nous importe. Et puis, dans un autre village, ils vont te dire, nous, ce qu'on a envie, c'est, je sais pas moi, d'avoir des cultures de spiruline. On veut tous manger de la spiruline, par exemple. Bon, on va trouver les moyens. Donc, chaque groupe humain va mettre ses priorités, ses valeurs,
Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, tu n'auras plus à faire de la guerre, puisque chacun sera autonome sur ce qui lui est ses besoins essentiels. Et il échangera l'extra d'une certaine manière. Et c'est là où on peut arriver à un monde de paix. C'est-à-dire que pour moi, un monde de paix, c'est un monde d'autonomie. C'est-à-dire que tant que tu es sous la mainmise de quelqu'un, tant que tu dépends de quelqu'un, tu es coincé. Tu es vraiment coincé parce que au final, je veux dire, l'autre va avoir un rapport de pouvoir avec toi. Il peut te couper ta ressource, il peut faire ce qu'il veut. Il y a un petit bruit là, non? Moi, je l'entends pas, mais non. Ok, alors c'est bon, alors ça ne dérange pas. Il y a quelqu'un qui était en train d'utiliser un outil. Okay. Tant que tu es sous la dépendance de quelqu'un, tu vas avoir un rapport de violence. C'est un peu comme l'enfant qui est sous la dépendance de ses parents. Tu sais, il y a toujours cette espèce de rapport amour-haine parce que tu n'es pas libre, tu ne peux pas faire, tu ne t'assumes pas toi-même. Et je pense que le nouveau monde, c'est un monde adulte, de responsabilité, dans lequel on est tous, à l'échelle individuelle et micro-collective, responsables de ce qui est du domaine de nos besoins vitaux. Les besoins vitaux, c'est simple, c'est notre alimentation, notre habitation, l'éducation des enfants, notre santé, voilà. Et puis la vie commune, quoi. Tu vois, d'une certaine manière, la relation avec les autres, l'expression de sa créativité. Et une fois que ces besoins-là, ils sont remplis, il y a plus de raison d'être violent avec les autres parce que t'as rien à prendre à l'extérieur parce que déjà tu remplis tes propres besoins. Tout va bien, c'est équilibré. Donc c'est vraiment ça la vision. Et ce monde-là, ce nouveau monde. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va se réveiller un matin et puis que d'un seul coup, tu vois, ça sera la belle verte, quoi. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui se construit chaque jour. Il y a des personnes qui sortent et c'est d'abord sortir au niveau imaginaire, croyance, qui sortent du modèle pyramidal, structuré de la maladie, de la prédation du vivant, et qui d'un seul coup se disent non, moi je veux faire autrement. Et ils commencent quelque chose chez eux. Ils commencent tout bêtement quelque chose chez eux. Ils commencent, je sais pas, à échanger avec leurs voisins. Ils commencent à lancer un petit potager sur leur balcon. C'est juste un tout petit truc. Ils sortent de ce paradigme. Et puis quelques années après, on va les retrouver. Ils auront quitté leur ville pour s'installer dans un petit village, pour acheter quelques hectares de terrain et commencer à cultiver, commencer à échanger, relancer une activité artisanale, revenir à leurs besoins vitaux. Donc, c'est chaque jour, moi, je vois des petites bulles, tu vois, tu vois, c'est comme si on avait une énorme bulle écrasante, noire, lourde, duquel rien ne sort. Et puis, tous les jours, il y a des tout petits points là qui sortent et qui se barrent dans le maquis, qui se barrent dans la pampa, quoi, tu vois, et qui d'un seul coup s'agglomèrent à 4, 5, 10, 20, 30, tu vois, et recréent une microstructure. Et puis d'un seul coup, cette microstructure, elle regarde à gauche, à droite, et elle se dit « Ah, mais il y en a une autre là-bas. Oh, ben, si je lui tendais la main, non pas pour s'amalgamer et recommencer la même folie qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire recréer un gros machin, non, pas du tout. Pour rester chacun individuellement, mais par contre, bâtir des liens, bâtir des échanges, bâtir des moments d'entraide, des moments où on se réunit, puis après on se sépare. Et c'est ça le nouveau monde pour moi. C'est super ce que tu dis, parce que ça me fait penser à une phrase que tu as dit tout à l'heure, de se dire que la liberté, c'est pas la liberté de construire un building et puis de tout massacrer. Et aujourd'hui, on associe peut-être encore un petit peu liberté à anarchie dans le sens où tu fais tout ce que tu veux en impunité, quoi. Et donc, Oui. enfin, en toute impunité. Et là, ce que tu dis, c'est vraiment de pouvoir, comme tu disais aussi, toutes les cellules sont différentes dans le corps, mais pourtant le corps fonctionne en harmonie, alors que tout le monde est différent. Et exactement. Moi, là j'entends dans ce que tu dis, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut en respectant les 3 piliers dont tu as parlé, d'harmonie, d'humain et de l'autre que j'arrive toujours pas à retenir. Et et puis le truc qui est génial, c'est que tu vois, un cœur n'a pas besoin d'être un foie pour fonctionner, quoi. Et donc ça veut dire que à l'échelle individuelle, une petite entité qui a décidé d'être autonome sur une partie de quelque chose n'a pas besoin du coup de subvenir à tous les besoins puisque les liens vont continuer d'exister et que en fait on pourrait dire que la France à l'échelle française mais l'humanité du coup à l'échelle du monde peut tout à fait continuer de voyager, de bouger, d'avoir du transport de marchandises ou de trucs comme ça parce que chaque entité en fait subviendra aux besoins des autres et ainsi de suite en tout équilibre et que finalement on recrée presque le fonctionnement d'un corps à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'il y en a un qui subvient à tel besoin, l'autre à tel besoin, et que tout le monde, par connexion, en harmonie, arrive à fonctionner ensemble. Et c'est là dans une interdépendance. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir de structuration pyramidale dans lequel un organe, c'est dans le corps. Je veux dire, globalement, il y a très peu d'organes dans le corps qui ne soient pas des organes vitaux. C'est-à-dire que s'il y en a un qui lâche, c'est tout qui lâche, quoi. Donc, de toute façon, tout le monde est interdépendant.
Et puis, c'est vrai que moi, ça me fait penser aussi, j'aime toujours faire ce parallèle par rapport à un couple. C'est que tu vois, dans un couple, pour qu'il fonctionne, si il y a, on va dire qu'un couple, entre guillemets «standard», c'est un homme, une femme, une entité, s'unit avec une entité pour former une troisième entité qu'on appelle le couple. Et généralement, le problème, c'est qu'il y en a un qui essaye de gagner sur l'autre. Donc, tu vois, il y en a un qui essaye d'être Mmh. supérieur. Moi, j'ai raison, c'est toi qui as tort, c'est ma vision qui est la bonne, blablabla. Et le truc, ce qu'on comprend pas, c'est que si dans le couple, il y en a un seul qui gagne, l'entité couple perd. Exactement. C'est un peu pareil dans le monde, c'est-à-dire que s'il y a une seule minorité, une entité, celle qui est au top de la pyramide, gagne, c'est tout le monde qui perd, et sauf que ça, on s'en rend pas encore compte, quoi. Et ça, Mmh. c'est dans ce que tu es en train de dire, justement, dans ce retourner sur plutôt du circulaire ou du horizontal plutôt que du pyramidal, c'est qu'à un moment donné, bah, s'il y a un trou dans le cercle, c'est tout le monde qui se casse la gueule. Exactement. Donc c'est Exactement. pour ça que c'est une victoire globale ou c'est une victoire de personne, en fait, quoi. Et Oui, donc c'est tout notre à fait. intérêt de favoriser la victoire globale. Exactement, parce que c'est notre intérêt commun et qu'on peut pas, on est notre environnement. C'est-à-dire que si notre environnement se casse la gueule, on se casse la gueule avec lui. Ouais. Il y a un terme sur lequel je voudrais quand même revenir, parce que Oui. tu as utilisé le terme d'anarchie et Ouais. heu et c'est un terme, moi, qui m'intéresse énormément parce que moi, je me définis comme un anarchiste Ah profond. d'accord, OK. Et je vais t'expliquer ce que j'entends par là, parce que c'est la vision qu'on a souvent de l'anarchie, c'est une espèce de l'âne sauvage qui fait exactement ce qu'il veut. Mmh. Et ça, c'est notre système a une énorme capacité à inverser les choses, c'est-à-dire à prendre des termes, à leur coller un sens qui est inverse à la réalité et à les ridiculiser et à les rendre inacceptables en tant que tels. Mmh. L'anarchie, on a eu une très belle expression de l'anarchie, l'une des rares expressions de l'anarchie en tant que système politique. Ça me parle parce que c'est mon histoire, moi je suis catalan. Ça a été dans les années 30, à Barcelone, il y a eu la révolution des républicains catalans qui étaient des anarchistes. Et l'anarchie, c'est non pas. En fait, l'anarchie, quand on entend l'anarchie, on dit ouais, c'est le mec qui veut respecter aucune loi. En fait, l'anarchie, c'est ne plus être soumis à des lois intellectuelles humaines, mais à être déterminé par des lois qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire qui viennent de la réalité et du vivant. Donc, en ce sens-là, moi, je me définis vraiment comme un anarchiste, c'est-à-dire que mes lois ne sont pas déterminées par un individu qui me domine, mes lois, elles sont déterminées par le monde dans lequel je vis. Je suis soumis avec humilité et avec joie à la réalité de la création telle qu'elle est autour de moi. Et en ce sens-là, je suis anarchiste, c'est-à-dire que c'est une émanation de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Mais c'est important pour moi parce que ce mot-là, on l'a tellement ridiculisé, alors que c'est pour moi un mot qui est vraiment très très important, parce que je pense que le vrai challenge actuellement, c'est que ce soit, bon, je m'intéresse particulièrement en matière de santé, mais en matière de santé, on passe notre temps à blâmer les virus, les microbes et ainsi de suite. Et moi, je passe mon temps à dire aux gens, mais en fait, les virus et les microbes ne sont d'aucune importance. Ce qui est important, c'est l'état de votre terrain intérieur. Et c'est lui qui va déterminer tout ce que vous allez vivre. Et je crois que à tous les niveaux, on pourrait faire ce même parallèle en psychologie, des choses comme ça. C'est jamais vraiment l'autre, ce qu'il dit, ce qu'il te fait qui est important. C'est comment toi, tu vas réagir à ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et donc, on est toujours en train de mettre le focus sur l'extérieur alors que c'est sur l'intérieur. Et pareil, par rapport aux lois, moi, j'aspire à un monde qui est déterminé par les lois qui émanent de l'intérieur de l'individu et non pas des lois qui me sont imposées arbitrairement par l'extérieur, du style, ben là, d'un seul coup, il faut porter un masque, là, il faut plus le faire, là, il faut se signer toi-même une autorisation. Enfin, je veux dire, c'est insupportable, ça n'a aucun sens, Ouais. ça n'a pas de sens. Et je pense aussi qu'on crève de ce vide de sens, c'est-à-dire qu'on fait des tas de choses parce que c'est la loi, parce qu'il faut, parce qu'on nous a appris à le faire, mais il y a une petite partie de nous qui est encore vivante, qui gueule et qui nous dit, mais punaise, mais c'est con ce que tu fais. C'est crétin, ça te rend pas heureux, ça te rend pas joyeux, ça correspond pas à tes aspirations, ça correspond pas à ton idéal, et change, quoi, change, tout le temps. Mmh. Bah, merci beaucoup Thierry, on arrive doucement à la fin de la discussion. Avant de te libérer, de te permettre d'aller continuer cette belle journée parce qu'il fait un grand soleil chez Toujours. toi, j'aimerais savoir si tu as un petit mot à dire particulier ou un petit conseil ou quoi que ce soit pour finir un peu cette discussion, pour peut-être donner un conseil à des gens ou faire vraiment passer un message qui te tient vraiment à cœur. Oui, bah écoute, ça serait vu que l'époque est quand même une époque assez anxiogène et dans lequel on navigue à vue en ne sachant pas trop où on va, tu vois? On a vécu pendant des années en se disant que finalement, on était sur une espèce de merveilleux navire qui allait vers une croissance illimitée et tout. Puis là, je crois qu'on est tous en train de se rendre compte que ça prend l'eau de partout Mmh. et que c'est la merde, comme on dirait, quoi. Donc non, mais voilà, Oui. c'est mal barré. Donc automatiquement, dans cette incertitude, il y a énormément de peur, d'angoisse, qui peuvent remonter
Et moi, mon meilleur conseil, ça serait dès à présent, l'angoisse ne mène nulle part. Voilà, ça c'est un truc, c'est évident. La peur et l'angoisse ne nous mènent nulle part. C'est des voies sans issue qui nous bloquent, qui bloquent toutes nos capacités intellectuelles, notre créativité. On va avoir besoin de beaucoup de créativité pour changer de monde d'une certaine manière. Donc, dès à présent, de poser des actes et des actions qui sont du domaine de la souveraineté personnelle. De faire un choix pour son alimentation, son rythme de vie, son choix, se rendre compte que on n'est pas comme des espèces de petits bouchons, tu vois, sur une mer déchaînée, puis qu'on doit se faire balloter par des vagues. On a la capacité de reprendre en main n'importe quel secteur de notre vie, n'importe lequel, que ça soit un petit choix ou un très grand choix, mais de commencer à exercer son choix et essayer de ressentir à l'intérieur de nous où est-ce que cette vie qui est en nous, qui a toujours été en nous, qui sera toujours en nous, où est-ce que cette vie veut réellement nous mener? C'est-à-dire avoir l'honnêteté, un moment aussi de temps en temps, de se poser chez soi, et un peu comme un jeu de cartes, tu vois, d'étaler tous les choix de notre vie, et de vraiment les considérer, de se dire, mais est-ce que j'ai toujours vraiment envie de ça? Est-ce que c'est vraiment si important que ça, cette carte-là? Et est-ce que je pourrais pas la changer pour une autre carte? Et est-ce que je serais pas mieux? Et puis, de commencer à se projeter, de se dire, mais et si je faisais ça, qu'est-ce que ça ferait? Waouh, mais ça me plairait bien, ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Ok. Et de doucement commencer à poser des actes concrets pour reprendre son pouvoir. Parce que c'est ça, pour sortir de cette grosse bulle-là et être une petite bulle qui sort, il faut je veux dire, désidéologiser son mental, se libérer de cette emprise qui te dit tu n'es rien, tu es capable de rien, sans le gros système tu vas crever, sans tous ces gens qui font des tas de choses pour toi, tu es mort. Voilà, et ça, se libérer de ça et se dire non, je suis capable de m'en sortir, je peux faire quelque chose, je peux même à l'échelle individuelle arriver à répondre à une bonne partie de mes besoins vitaux, sans personne. Hein, je peux éduquer mes enfants, je peux me nourrir, je peux assurer ma santé. Alors moi, je me suis plutôt spécialisé dans le domaine de la santé, mais vraiment l'essentiel de mon message, c'est de dire aux gens, vous qui avez bac-6, ben, vous êtes capable de prendre soin de votre santé et de ne pas être malade. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une blouse blanche et un stéthoscope pour y arriver. Et ça, c'est vraiment l'essentiel du message. C'est-à-dire que on peut reprendre le pouvoir. On peut reprendre le pouvoir. Et je pense qu'à partir du moment où on fait ça, l'espérance revient. Et l'espérance, c'est un cercle vertueux. Tu vois, là où il y a le cercle vicieux de la désespérance, l'espérance est un cercle vertueux. L'espérance, elle ouvre notre perspective. Tu vois, elle nous fait lever les yeux vers le ciel plutôt que de regarder par terre nos pieds, quoi. Et donc, là, de ce coup, et puis, le fait qu'on lève les yeux au ciel, d'un seul coup, on va voir de nouvelles personnes qu'on n'avait jamais vues, hein, qui étaient elles-mêmes en train de regarder en haut. Et puis, avec ces nouvelles personnes, on va construire de nouveaux liens. Et ça clac, 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 de petite marche en petite marche, avec une incrémentation qui va nous pousser vers sortir de cette énorme matrice étouffante et commencer à recréer nos petites bulles organiques, quoi, dans lesquelles on va pouvoir s'épanouir et être heureux. D'accord. Bah, merci beaucoup Thierry pour ces superbes mots, pour cette discussion, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, qui est, pour moi en tout cas, c'est plein de bon sens et je suis sûr que ça Merci, va Eric. parler à beaucoup de monde. Du coup, bah, je voulais dire aussi merci à toutes les personnes qui regardent ou qui ont regardé cette vidéo, de nous avoir suivis, d'avoir écouté le message. N'hésitez pas à nous donner votre avis en bas de l'écran, en commentaire en dessous de la vidéo, et à partager ce message à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ou qui ont envie d'entendre, ou ne serait-ce que si ça vous fait plaisir de pouvoir partager un peu de la lumière de Thierry aujourd'hui, cette magnifique lumière qu'il nous a donnée depuis chez lui, avec le soleil, la montagne, les nuages, le ciel. On voit que il vibre l'harmonie avec la nature. Il la vit aujourd'hui, donc c'est pas qu'un discours, c'est il le vit aujourd'hui, et c'est vraiment ça qui est important. Merci beaucoup, Eric. Merci Thierry, et puis bah, je te souhaite une excellente journée. Encore merci d'avoir répondu présent à l'appel, et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Nos vies sont sous l'insigne de la créativité. Nous apprenons les uns des autres. Nous nous enseignons mutuellement. Ainsi, nos dons se multiplient, les bénédictions se disséminent et nous moissonnons une abondance sans fin. On ne garde rien pour soi. Aucun bien ne constitue la propriété de quiconque. Si vous vous ouvrez à la vérité selon laquelle l'univers et vous ne faites qu'un, vous vous éveillez alors à l'ensemble de ce que vous êtes. Vos horizons l'élargissent. Votre corps et votre mental sont interreliés. Si vous pensez petit, vous rapetissez.
Si vous croyez que la vie n'existe qu'à la surface de la Terre et nulle part ailleurs, vous vous bornez, ce qui limite votre taille physique, tout comme vos pensées ont circonscrit votre vision. Élargissez votre entendement et vous agrandirez votre monde. Si vous élargissez votre monde, votre corps réagira par des poussées de croissance et de régénération. Réveillez-vous. Bien que vous extirper des décombres d'un séisme nécessite de grands efforts, une fois sorti des débris, vous constaterez que vous ne possédez plus rien. Le choc vous réveillera et vous prendrez conscience qu'il ne vous reste plus que vous-même. Subitement, depuis le tréfonds de votre être, vous trouverez la force, la sagesse qui était enfouie en vous. Les secousses terrestres clarifient la densité de façon que chacun recouvre la vue. Tous, vous pourrez alors voir et être ce que vous êtes vraiment. Cette nouvelle énergie qui assaille la Terre, jour et nuit, continuera d'évoluer, d'accélérer et de s'intensifier irrémédiablement, jusqu'à ce que l'on puisse nicher dans la félicité de cette nouvelle vibration. L'énergie qui nous est transmise par connexion de cœur avec tous les mondes subtils de l'univers changera pour toujours le regard que vous portez sur votre présente expérience de vie. À mesure que vous appliquerez la loi de l'univers, l'amour, vous découvrirez que votre vie s'écoulera avec davantage de félicité et de grâce.